Chers auditeurs de Radio Pays d'Hérault, bonjour et bienvenue à votre émission Pas d'accord et alors. Comme tous les mois, nous allons parler des conflits et des désaccords et comment nous pouvons les aborder autrement. Comment pouvons-nous faire un pas de côté pour ne pas nous enliser dans le conflit? Comment pouvons-nous développer notre acceptation d'un avis qui ne correspond pas à notre vision des choses? Comment pouvons-nous parler ou répondre sans heurter les sensibilités de notre interlocuteur? Comment pouvons-nous nous ouvrir au dialogue au lieu de nous enfermer dans des incompréhensions? Dans les mois passés, nous avons abordé des sujets comme l'histoire de la communication, l'écoute active, la médiation dans différents secteurs comme le scolaire, la famille ou l'entreprise, et nos invités nous ont donné des clés et des conseils. Un concept qui a été évoqué à plusieurs reprises est la communication non violente, un processus créé par Marshall Rosenberg, un psychologue américain qui est malheureusement décédé en 2015. Notre invité du jour est un collègue à plusieurs titres. Mathieu Tellen, nous sommes tous les deux médiateurs et tu animes aussi une émission sur RPH. Je te considère comme un spécialiste de la communication non violente. Alors Mathieu, dis-nous un peu plus. De la communication non violente. Ou de toi, comme de tu moi. veux. Bah écoute, je suis déjà très ravi d'être invité dans ton émission. C'est rare pour moi d'être de ce côté-là du micro. En tant qu'invité dans une émission de Radio Pays d'Hérault, c'est vrai que je suis plutôt d'habitude du côté de l'intervieweur. Ouais, dans une émission qui s'appelle L'eau à la bouche et qui est consacrée aux thématiques de nature, environnement, éducation à l'environnement. Oui, c'est très intéressant et très actuel. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire en ce domaine aussi. Et je te considère comme un spécialiste de la communication non violente parce que je t'ai entendu parler à plusieurs reprises dans des réunions et dans d'autres situations. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la communication non violente? Qu'est-ce que c'est? Comment tu l'as appris? Moi, je peux partager que je suis pas du tout un spécialiste de la communication non violente. Je suis pas un sachant, un philosophe, un penseur de la communication non violente. Je suis peut-être juste un praticien. Je la pratique, ou en tous les cas, j'essaye de la pratiquer comme je peux et autant que je peux dans des situations de conflit ou de difficultés que je rencontre dans ma vie. Donc ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est juste de témoigner de mon parcours et de moi, à quoi ça m'a servi, pourquoi je suis allé chercher la communication non violente et peut-être aussi dans quelle mesure aujourd'hui, après quelques années après avoir suivi une formation, en tout cas les modules 1 à 3 de communication non violente, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de cet apprentissage? Est-ce que j'ai réussi ou pas à un peu transformer ma vie de tous les jours pour y intégrer des choses qu'on pourrait rattacher à la communication non violente? D'accord, alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est la communication non violente? Quelle est la définition? Alors en préparant quand même cette émission, je suis retourné chercher les notes que j'avais prises durant une formation que j'avais suivie avec Annie Gosselin, qui est une personne qui habite dans l'Ardèche, du côté de la Blachère, et qui a créé ce qui s'appelle aujourd'hui Émergence, mais qui avant s'intitulait l'École des médiateurs en CNV. Et comme à l'époque je suivais une formation au CNAM à Montpellier qui était sur la médiation, en tout cas sur la pratique de la médiation, je m'étais dit, tiens, pour savoir qu'est-ce que c'est que la communication non violente, c'est peut-être intéressant pour moi en tous les cas d'aller apprendre ça avec une formatrice qui est à la fois médiatrice et puis en même temps qui fait des formations de communication non violente. Parce qu'il faut dire que la communication non violente, la CNV, c'est une marque déposée, hein. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire... C'est assez réglementé, oui, qui peut être formateur de CNV. Il y a quand même... disons que c'est assez précisé. Ça marche par module et le contenu de chaque module en tous les cas est assez précis et si on souhaite être identifié comme étant formateur CNV,
je pense que les formateurs sont un peu obligés de s'inscrire dans le programme qui est prévu au module 1, qu'est-ce qui est prévu au module 2, qu'est-ce qui est prévu au module 3, et c'est ça qui est proposé aux personnes, c'est de suivre différents modules pour en savoir partir du b.a.-ba et d'une initiation à la CNV jusqu'à développer des compétences propres, et puis comment petit à petit aussi en apprendre plus de notions qui sont dans la CNV. Oui, parce que Marshall Rosenberg, il a donc créé un concept, une méthode qui est bien définie, et ce n'est pas en copiant que je peux dire, moi je fais de la CNV ou je propose des formations de CNV. Ce sont des formateurs qui ont un agrément. Voilà, donc c'est vraiment bien d'ailleurs, réglementé. ce que je propose, c'est que moi, au terme de ces 3 modules de formation, j'étais reparti avec ce que j'ai là sous les yeux, c'est-à-dire un petit classeur bleu avec des fiches qui reprécisent un petit peu ce qu'on avait vu en formation. Et il y a une fiche notamment qui donne une définition de qu'est-ce que la communication non violente, et je peux peut-être la lire, comme ça les auditeurs pourront se rendre compte par eux-mêmes de qu'est-ce qu'on appelle communication non violente pour le Centre de la communication non violente. Nous t'écoutons. Alors, la communication non violente, un art de vivre avec soi-même et avec les autres. L'intention de la communication non violente, CNV, est de créer une qualité de relation avec soi-même et avec les autres, qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun de manière harmonieuse et pacifique. Ce processus, mis au point par Marshall B. Rosenberg, psychologue clinicien collaborateur de Carl Rogers, vise à rappeler ce qui est essentiel dans les interactions humaines et à améliorer la qualité de nos échanges. La communication non violente nous invite à être davantage conscients de nos perceptions, à accueillir et gérer nos émotions, à nous relier à nos besoins et nos motivations. Elle permet de décoder, dans les messages des autres, ce qu'ils veulent vraiment dire, derrière des propos ou des comportements qui nous dérangent au premier abord. Sa force est d'apporter de la clarté par rapport à ce que nous vivons, nous voulons et nous disons. Ce processus ouvre un dialogue sincère, authentique et respectueux. Il nous amène à nous exprimer de façon claire et cohérente et à écouter l'autre avec une plus grande conscience, une ouverture et une compréhension, avec une qualité de présence et de cœur. Cette démarche insiste aussi sur le fait de formuler avec précision ce que nous souhaitons. Et c'est cette demande, exprimée clairement, qui devient l'amorce d'une solution ou d'un dialogue réellement constructif. Cette approche nous propose d'aller vers de réels échanges, vers plus de coopération et de co-création, vers le dépassement des conflits dans le respect et la reconnaissance de chacun. Elle nous permet de nous réapproprier la confiance et les ressources intérieures nécessaires pour agir sur notre environnement et reprendre du pouvoir sur nos vies et en interdépendance avec les autres. La communication non violente est plus qu'un processus ou un langage, c'est une invitation à concentrer notre attention là où nous avons le plus de chances de trouver ce que nous cherchons et ce qui nous fait du bien. Waouh! Je crois qu'on pouvait pas... Tout un programme. Voilà. Oui, j'aurais pas réussi, moi, à le dire mieux que ce texte. Ils ont travaillé sur sur je pense qu'il y a eu plusieurs personnes à mon avis derrière ce texte. Oui, et en écoutant, je me rends compte que oui, il faut plusieurs modules parce que c'est vraiment très 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 riche. En partant de nous, en partant de nos émotions, parce que souvent, c'est vrai que nos intentions ne sont pas très très claires. Hein. C'est nos émotions qui parlent et pas vraiment nous. Et ce que nous comprenons de l'autre, c'est la même chose. Ce que l'autre veut dire, c'est pas ce qui arrive dans nos oreilles. Donc, il est important de clarifier, de savoir s'exprimer clairement, d'énoncer ses besoins. Et oui. Alors, raconte-nous, est-ce que tu as réussi à... écoute, est-ce que tu réussis aujourd'hui? Ce que j'aime bien dans la communication non violente, qui est une technique de travail dans sa relation aux autres, comme il pouvait exister plein d'autres méthodologies, c'était que moi, pourquoi est-ce que je suis allé m'intéresser à la communication non violente? C'est parce que je suis né sur le Larzac, et que étant né sur le Larzac, durant toute mon enfance, on m'a parlé non-violence. En tout cas, de cette valeur de la non-violence qui était liée à l'histoire de la lutte du Larzac. Et à un moment donné, je me suis dit, ça fait 20 ans, 30 ans que j'entends parler de non-violence, que j'ai vu ça à travers des luttes réussies ou pas réussies, en termes de succès au terme de chaque lutte. Mais voilà, du coup, je voulais savoir sur cette relation entre ce mot communication et de l'autre côté la violence,
j'avais besoin, en tous les cas moi personnellement, d'en savoir un petit peu plus, d'où être allé me former à la médiation, qui aussi interroge le conflit et la communication. Et puis aussi, de me dire, moi, à travers tout ça, ce qui me va, c'est quand même de rester dans la non-violence, ou en tout cas d'être dans une relation à l'autre qui est respectueuse, dans la bienveillance, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt une communication de type non-violente que j'aimerais adopter, ou en tous les cas que j'essaye de pratiquer au jour le jour dans ma relation aux autres, avec succès et avec aussi bien des erreurs, comme tout le monde. Mais voilà, c'est ça qui a fait que j'avais une motivation initiale à aller découvrir qu'est-ce que proposait un formateur à la communication non violente, au-delà de certains livres qui font référence, dont L'émotion des fenêtres de Marshall Rosenberg, que je pense beaucoup d'auditeurs ont déjà lu s'ils se sont intéressés ou pas à la communication et à la communication non violente, qui donne des grands principes, mais après, au-delà des grands principes, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller aussi en faire l'expérience et l'expérimenter par soi-même sur ses propres conflits que l'on a avec les autres. Et du coup, en formation, c'est ça qui est chouette, c'est que, bon, c'est un groupe de, là, on était 20, 30 personnes, déjà un groupe assez conséquent, allez, 15, 20 personnes plutôt, qui arrivent d'horizons très divers, qui ne se connaissent pas, qui sont dans un lieu qu'ils ne connaissent pas forcément, avec une personne formatrice qu'ils ne connaissent pas forcément. Du coup, on apprend à se connaître. Et en même temps, à travers un peu un parcours de formation qui permet d'appréhender certaines notions qui ont été dites dans le texte, aussi c'est d'arriver avec son vécu et de le mettre en pratique dans ces formations-là, de dire choisissez-vous un cas pratique d'un conflit que vous avez eu récemment avec une personne et puis on va travailler dessus. Pas travailler dessus pour le résoudre, juste peut-être le faire avancer ou peut-être le résoudre si c'est un petit conflit, mais si c'est un gros conflit, peut-être que juste qu'il avancera. Mais je trouvais ça chouette à travers ces formations-là qui posent aussi un cadre sécurisé et sécuritaire dans lequel on peut aller chercher dans soi-même. C'était de voir que chacun finalement repartait de ces modules de formation en ayant un peu avancé sur son cheminement personnel et puis en repartant avec une énergie très positive de dire tiens voilà ça je sais que telle chose, tiens je peux aller demander ça comme ça, j'arrivais pas à formuler comment demander ça qui répond à mon besoin. Et concrètement, comment on formule? Parce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette méthode, je crois qu'il y a 4 grandes lignes. Très concrètement, comment ça se articule? Alors de manière très sommaire, on va synthétiser, essayer Il y a 4 étapes dans le processus de la communication non violente. La première étape, c'est l'observation. C'est de rapporter qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'observe. À travers mes 5 sens, j'observe des choses. Et donc, c'est d'abord d'être assez factuel et de rapporter qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Pour moi, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai pu voir, qu'est-ce que j'ai entendu, et du coup, de recenser, d'énumérer un peu, de lister toutes ces informations-là qui sont factuelles. Alors, est-ce qu'on peut prendre un cas pratique? Par exemple, le matin, je vois mon fils qui est toujours en retard. Au lieu de lui dire « Ah là là, t'es toujours à la dernière minute, tu m'énerves, dépêche-toi un peu », comment je peux exprimer ça en langage non violent? Alors il y a un exemple qui est pris mais qui est celui-là, par exemple celui du retard, qui souvent nous fâche ou nous met en colère. Pourquoi es-tu en retard alors que l'on avait bien précisé les choses? Par exemple, plutôt que de dire quand je vois que tu es encore en retard, on peut le formuler autrement. Et là l'exemple qui est donné, c'est de dire quand je vois que tu arrives à 10h30 alors que nous avions convenu de nous voir à 10h. Voilà, la formulation est déjà un peu différente et elle est plus factuelle. Je ne suis pas dans l'accusation, tu es toujours en retard, tu m'énerves, le tu. Oui, le tu, on peut l'éviter. Voilà, disons que la première étape, c'est ça, c'est d'essayer de revenir à des choses qui soient factuelles pour ensuite, sur la base de ces choses factuelles, ou en tout cas de ces faits, aller chercher qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Qu'est-ce que ça me provoque comme émotion quand je repense à ce qui s'est passé? Voilà. Donc je parle de moi. Et de pouvoir formuler à partir de soi quelles sont les émotions, les sentiments qui se sont éveillés en moi. Et puis si je suis dans une écoute empathique, c'est aussi quelles sont les émotions, les sentiments qui s'éveillent en l'autre. Parce que la médiation, la communication non violente, on peut la pratiquer à la fois pour soi, mais aussi dans une écoute vis-à-vis de l'autre. D'accord. Donc les 4 étapes que on est en train de décrire, elles s'appliquent aussi à soi, mais on peut aussi les appliquer dans une écoute de l'autre, d'amener d'abord la personne dans une situation qu'elle est en train de vivre, de relater, ou en tous les cas de décrire les faits auxquels elle a à faire face, ensuite les émotions,
Et la troisième étape, c'est le besoin. Une fois que j'ai identifié, observé des faits, une fois que j'ai identifié le ressenti, c'est le besoin. Donc c'est j'ai besoin de... Voilà. C'est d'arriver exprimer à exprimer son besoin. Mon besoin et pas de vouloir dire à l'autre ce qu'il doit faire, quoi. Ouais. Ouais. Et j'essaye de... Alors, est-ce qu'il y a des questions types qui peuvent aider à formuler comment... Oui, c'est parce que j'ai besoin d'eux, j'aspire à, j'ai à cœur d'eux, ce qui est important pour moi, c'est ça. J'aimerais que... Voilà. Mais pas j'aimerais que tu, c'est j'aimerais, moi, être plus en sécurité. J'aimerais, moi, j'ai un besoin de plus de dépendance ou d'interdépendance, ou au contraire d'autonomie. Voilà. Et si vous allez sur Internet, vous tapez communication non violente, vous pouvez retrouver des listes de besoins fondamentaux. Oui, et ça me donne l'occasion... En parcourant ces listes, on peut dire, tiens, oui, à ça, je savais pas que ça se rattachait, mais tiens, j'identifie que c'est tel type de besoin. Ou en tout cas, ça, on peut trouver des aides pour arriver à formuler ses propres besoins, parce que c'est une chose qui est pas si courante que ça, aujourd'hui, de formuler ses besoins, en tous les cas, de réfléchir à quel besoin j'ai dans telle situation-là, et de pouvoir le formuler clairement, pour soi et aussi pour les autres, ensuite. Ce n'est pas dans notre réflexe de parler comme ça. Et ça me donne l'occasion, tu parles d'Internet, de signaler quand on tape Marshall Rosenberg et YouTube et communication non violente, il y a des conférences qui sont très très sympas à regarder, qui sont en partie sous-titrées, mais en partie aussi... ils sont sous-titrés parce qu'ils parlaient en anglais. Mais sur, je crois, 12 épisodes. Et c'est absolument extraordinaire. Et là, on se rend compte aussi que c'est pas si facile d'exprimer son besoin ou d'observer de façon factuelle. Mais ça peut être très ludique. Et ça peut être très ludique. Un jeu d'un peu tous les jours. Ou en tous les cas, dans certaines situations, si on n'est pas trop pris par le conflit, sur des choses qui sont peut-être un peu plus légères ou qui viennent un peu moins nous toucher... tiens, pourquoi ça m'a énervé que la boulangère me rende pas la monnaie exactement sur ce que j'ai donné, des choses comme ça un peu plus anodines que des conflits très personnels. Ça peut être aussi, on peut s'en servir pour aller explorer et questionner à la façon communication non violente certaines situations de la vie de tous les jours. Et j'avais lu le livre Les mots sont des fenêtres, mais parfois ce sont des murs. Et mon fils l'a lu, et un jour, on s'est engueulé en voiture sur je sais plus quoi. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, bon, maman, et maintenant, si on refait la même chose en communication non violente. Donc, ça peut aussi désamorcer des situations tendues en se rappelant, on peut peut-être le dire autrement. Oui, ça c'est du vécu aussi, je peux partager ça. Oui, mais il y a aussi une chose... de se rendre compte après qu'il y avait une toute autre manière de formuler ce que je viens de te dire, et de oser reprendre une formulation en disant « Attends, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Si je réfléchis vraiment à quel était... qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai ressenti, quel est mon besoin ?» Et la quatrième étape du processus qui est la demande, de faire une demande claire, précise, réalisable et positive, eh bien on met en place une relation avec l'autre qui est toute différente de peut-être celle de la réaction, du tac au tac qu'on peut avoir des fois sur des prises de parole où on n'a pas suffisamment réfléchi, ou en tous les cas on ne s'est pas donné le temps de respirer pour réfléchir et vraiment être dans une bienveillance de sa relation avec l'autre, et en disant moi clairement qu'est-ce que j'aurais eu envie ou eu besoin de te dire autrement que par la réaction que j'ai eue tout à l'heure et qui était sans doute disproportionnée, mal appropriée, inadaptée, ou en tous les cas qui reflétait peut-être pas vraiment ce qui, au fond, avait été important pour moi de dire. Et donc finalement, on peut faire dans la vie de tous les jours ce que fait Axel à la technique quand nous disons quelque chose de traviole. On peut effacer, on peut dire stop, efface ce que j'ai dit, nous allons recommencer et le refaire autrement, un peu comme au cinéma, si l'autre est au courant, je pense. De mon vécu, je dirais qu'on peut pas effacer, parce que ce qui a été dit, l'autre l'a entendu. Et donc ça a pu provoquer quelque chose chez lui. On peut reformuler et peut-être revenir, clarifier un propos
qui correspond. Moi, souvent, je me rends compte parce que, voilà, entre un message qui a été mis et puis, en tant que moi, émetteur de parole, et de l'autre côté, une autre personne qui est réceptrice de ma parole, voilà, on sait qu'il y a de la déperdition dans la communication. Et assez souvent, je me rends compte que ce que la personne a compris de ce que j'ai dit ne correspond pas du tout à l'intention ou au message que je souhaitais lui porter. Et voilà, c'est se permettre de pouvoir reformuler en disant « Écoute, je suis désolé, si tu as compris ça, c'est juste une erreur de ma part, j'ai sans doute mal formulé les choses. » Ou alors, j'avais peut-être moi pas conscience du besoin, mais là, je viens d'en prendre conscience et du coup, je veux bien reformuler plus précisément ce que je voulais te dire tout à l'heure. Et donc, tu le pratiques souvent ou quotidiennement ou dans certaines situations? Est-ce que ça devient un réflexe? Alors, j'ai regardé tout à l'heure en fait que moi, les 3 modules de formation, je les avais faits en septembre 2015. Donc, entre septembre et la fin de l'année 2015. Donc, il y a 3 ans. Donc, au sortir de ces modules, j'étais motivé. Du coup, c'était une mise en pratique assez courante et assez fréquente. Et puis après, la vie fait qu'on reprend ses mauvaises habitudes d'avant, en tous les cas en termes de communication. Ou en tous les cas, je sais que moi, il y a certaines situations où je peux être plus dans la réaction, justement, que dans une position où je me permets, où je m'autorise à prendre une position de recul et à plus réfléchir à comment j'ai envie de communiquer. Mais en même temps, il y a des situations, par exemple de conflit ou de blocage, où je sais que j'arrive pas à communiquer comme je le souhaiterais. Et là, je peux aller chercher cet outil-là. Voilà. Je vais pas l'utiliser partout. Parce que je pense que je sais pas si c'est opportun de vouloir tout le temps communiquer avec cette technique de la communication non violente, mais en tous les cas, moi, ça m'aide dans certaines situations dans lesquelles je bloque à trouver une solution facilitée et qui me convient parce que ce qu'il y a dans la communication non violente me convient à moi en tant que personne. D'accord. Merci Mathieu de nous avoir éclairé au sujet de la communication non violente. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter au sujet des conflits et désaccords que vous rencontrez dans votre vie en appelant la radio ou via le mail sur le blog de l'émission, sur le site Radio Pays d'Hérault, votre radio préférée. Merci aussi à Axel à la technique et je vous dis au mois prochain pour un nouveau Pas d'accord et alors ?